pièce mécanique est un solide pouvant être décomposé en surface et volume élémentaire. Un volume élémentaire est délimité par des surfaces, enveloppes, qui matérialisent sa frontière extérieure. Vous avez les différents volumes élémentaires au nombre de 7 ci-dessous. Le cylindre, le tronc de cône, parallélépipède, un cône de révolution, la pyramide, la sphère et le tore. Parmi ces volumes élémentaires, il y a des volumes de révolution qui sont générés par une génératrice. Sur la figure de gauche, on peut apercevoir une génératrice droite qui va tourner tout autour d'un axe, constituant ainsi un cylindre. Sur la figure de droite, nous avons une génératrice courbée qui va pivoter tout autour d'un axe. Cet axe, on l'appelle l'axe de révolution. Il est représenté par un trait mixte fin, comme on peut le voir sur les différents volumes élémentaires de révolution existants. Il y aura donc le cylindre de révolution, le tore, la sphère, le cône de révolution et le tronc de cône. Quelques moyens mémotechniques pour se souvenir un petit peu des différents volumes. Pour se souvenir du cylindre, on peut l'associer à un bâton de colle. Le parallélépipède, vous pouvez penser au pavé. Le tronc de cône, les plots d'entraînement que vous retrouvez sur les terrains de sport. Et le cône de révolution, le cône de glace. Pour la pyramide, on pense à celles qui sont en Égypte. La sphère, vous pensez à un ballon. Pour le tore, vous pensez aux donuts de notre cher ami Simpson. Voyons désormais la composition des volumes élémentaires. Le prisme, ou le parallélépipède droit, ou encore le pavé, est lui composé de 6 surfaces planes rectangulaires. Le cylindre, lui, est composé de 2 surfaces planes circulaires à chaque extrémité et d'une surface cylindrique rouge. La pyramide, elle, est composée de 5 surfaces planes. La sphère, elle, est composée d'une surface sphérique. Le cône est composé d'une surface plane circulaire bleue et d'une surface conique, représentée en vert sur la vidéo. Le tronc de cône est lui composé d'une surface tronconique, jaune, que l'on voit sur la vidéo, et de 2 extrémités de surface plane circulaire. On termine par le tore, qui est composé d'une surface torique. Énumérons désormais les différentes surfaces existantes. Tout d'abord, les surfaces planes. Toute surface pouvant être mise en coïncidence avec un plan, table, marbre, etc. Les surfaces cylindriques. Toute surface qui enveloppe un cylindre ou une portion cylindrique. Les surfaces coniques. Toute surface qui enveloppe un tronc de cône ou une portion de tronc de cône. Les surfaces sphériques. Toute surface qui enveloppe une sphère ou une portion de sphère. Les surfaces toriques, toute surface qui enveloppe un tore ou une portion de tore. Et on termine par les surfaces hélicoïdales. À gauche, un taraudage et à droite, un filetage. Surface hélicoïdale. Comme son nom l'indique, la racine du mot hélicoïdal, nous retrouvons le mot hélice. Une hélicoïde est une surface s'appuyant sur une hélice et sur un axe. On peut observer ici différentes pièces avec des surfaces hélicoïdales. Alors en mécanique, principalement, les 2 pièces qui utilisent le plus couramment ce type de surface hélicoïdale sont la vis et l'écrou. La vis, c'est donc une pièce de type mâle. On l'usine à partir d'un arbre sur lequel on vient réaliser avec le petit outil que vous voyez ici rouge, on vient réaliser en surface le fameux filet. À ne pas confondre avec la pièce femelle, l'écrou. Ici, on vient donc tout d'abord percer et ensuite, avec un outil de type tarot, nous viendrons réaliser les filets à l'intérieur de la pièce, à savoir un taraudage. À quoi vont nous servir ces vis et ces écrous? En fonction de leur utilisation et de leur association, ces éléments filetés permettent donc, dans un premier temps, soit d'assurer un effort de pression entre des pièces pour les immobiliser les unes par rapport aux autres. On parlera alors de liaison encastrement ou liaison fixe, c'est-à-dire 0 degré de liberté. Vous voyez ici différents exemples.
les vis d'assemblage, les vis de pression, des écrous, des boulons. Donc un boulon, c'est une vis plus un écrou, des goujons, et enfin, dans un deuxième temps, de transformer un mouvement de rotation en un mouvement de translation. C'est la fameuse liaison hélicoïdale avec un mouvement de rotation et un mouvement de translation, ce qui nous donne un degré de liberté. Voyons désormais les différentes familles de vis qu'il existe. Alors on pourra les voir toutes dans la vidéo. Il existe les vis d'assemblage, les vis à tôle, les vis de pression et encore d'autres familles. Attachons-nous désormais à la désignation normalisée des vis d'assemblage. Celle-ci se compose de chiffres et de lettres. On commence tout d'abord par la lettre, qui est symbole de la tête de vis. Ici, dans l'exemple, nous avons une vis à tête hexagonale. Nous mettrons donc un H. Ensuite, le second caractère caractérise le profil du filetage. Donc, il y a différents profils de filetage. Le profil métrique M, le plus couramment utilisé en mécanique. Vous avez aussi le filetage gaz, symbole G. Ce filetage est utilisé dans les installations accueillant des fluides gazeux. Pour avoir une meilleure étanchéité, on peut observer que le filet est beaucoup plus arrondi. Vous avez ensuite le filet trapézoïdal, TR, et le filet rond, RD. Nous utiliserons le plus souvent le filetage métrique M. On renseigne cette lettre dans la désignation. On peut passer au caractère suivant, qui correspond au diamètre de la vis. Alors le diamètre de la vis, il sera toujours en millimètres. Ici, nous prenons dans l'exemple un diamètre de 10 mm. Ensuite, dernière caractéristique pour la désignation, la longueur de la vis, qu'on mesurera très souvent avec un réglet. Ici, nous aurons la dimension de 60 mm dans notre exemple. Attention toutefois à un petit piège, certaines vis se mesurent sans la tête et d'autres vis vont se mesurer avec la tête. Il s'agit en fait de toutes les vis à tête dites fraisées. On mesurera la dimension totale de la vis avec la tête. Voilà pour la désignation normalisée des vis. Nous allons passer en revue les différentes têtes de vis qu'il existe. Donc ici dans l'exemple nous avions une tête hexagonale. Nous utiliserons la lettre H. Ensuite nous avons les vis à tête carrée. Nous utiliserons la lettre Q. Pour les vis, ici, nous avons une vis à tête cylindrique avec au centre un hexagone creux. Nous utiliserons les lettres C, H, C et ainsi de suite. Donc ici, nous avons une vis à tête cylindrique avec une saignée. Nous avons donc une désignation CS. Ensuite, la tête ici toujours cylindrique, toujours la saignée, mais la vis est un peu plus large. Nous aurons donc une vis à désignation CLS. Ensuite, nous avons la bombée Posidrive, BZ. Ensuite, nous avons la FBS, la fraisée bombée saignée, la FHC, fraisée hexagonale creux, et on terminera par la ronde large saignée RLS. Terminons désormais par la désignation des écrous. C'est sensiblement le même principe que pour les vis. On commence par le symbole de la tête de l'écrou, ici dans l'exemple H pour hexagonal, ensuite le M pour le profil du filet métrique, et nous terminerons par le diamètre de l'écrou. Nous avons ensuite différents types d'écrous, l'écrou en base, l'écrou à créneau dégagé, les écrous à oreilles, les écrous carrés et des écrous borgnes. Positionnement de surface ou de volume. Débutons par la définition. Une position relative est la situation d'une surface ou d'un volume par rapport à un autre, ou de plusieurs surfaces ou volumes entre eux. On intégrera la notion de perpendicularité, parallélisme et coaxialité. Attention toutefois, petite précision, dans le cas des volumes et des surfaces de révolution cylindre, cône, on doit prendre en référence la position de l'axe de révolution et non celle de la surface enveloppe. Donc première notion, la perpendicularité. Une surface est dite perpendiculaire à une autre lorsque l'angle formé entre ces deux surfaces est égal à 90 degrés. Nous avons en exemple graphique, la surface violette est perpendiculaire au plan vert. Dans le deuxième exemple, l'axe du cylindre jaune est perpendiculaire au plan vert. On prend pour référence l'axe de révolution du cylindre.
Et enfin, dernier exemple, les axes des deux cylindres sont perpendiculaires. On a bien pris ici les axes de révolution des deux cylindres pour référence. Autre notion, le parallélisme. Une surface est dite parallèle à une autre surface lorsque les normales perpendiculaires aux surfaces entre ces deux surfaces ont une longueur constante. Deux surfaces parallèles ne se croiseront jamais. Nous avons l'illustration à gauche, la surface rose est parallèle au plan bleu. Une autre illustration, les axes des deux cylindres sont bien parallèles. Et enfin, on termine par la dernière notion, celle de coaxialité, se dit uniquement pour des surfaces de révolution, c'est-à-dire cylindres, cônes, et ainsi de suite, ayant le même axe. Dans ce cas, les surfaces sont dites coaxiales. Exemple ci-dessous, les deux axes des deux cylindres sont coaxiaux.